l'actualité ce soir, l'ouverture du procès de l'assassinat de Dabo Boukari. 32 ans après les faits, la justice se penche enfin sur la disparition tragique de cet étudiant en médecine en 1990. Dans le box des accusés, le général Gilbert Diendéré et 2 autres prévenus. L'ambiance de ce premier jour de procès en son et en images dans quelques instants. Elle est passée du simple au double de 2016 à 2020. L'aide au développement est passée à 1200 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Mais paradoxalement, le développement n'est toujours pas au rendez-vous. La chronique économie revient sur la question avec des chiffres à l'appui. Dans ce journal également, gros plan sur ce projet qui met au cœur de ses ambitions la prise en charge des 700 000 élèves exclus de l'école du fait du terrorisme. Le projet PAV Éduc, développé par des jeunes burkinabés, est en quête de soutien pour assurer la continuité de l'éducation aux élèves déplacés internes. Des outils innovants sont mis en place. De quoi s'agit-il exactement? On vous dit tout ce soir. Et puis, nous irons du côté de New York pour prendre la température à la veille de l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Quelle place pour l'Afrique à cette tribune? Nous y serons en duplex. Voilà, pour le sommaire de ce journal, très ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais avant le développement de tous ces titres, direction Banfora dans les Cascades, où des acteurs menacent de mettre le feu à la rentrée scolaire prochaine. Ce sont les professeurs d'école qui sont vent debout contre l'État. Ils exigent des reclassements automatiques, sans quoi leur syndicat se fera sentir de façon très bruyante. C'est le message qu'ils ont adressé ce matin à la direction régionale de tutelle, Cédric Wilfried Mabiou. Brandissant cahiers, stylos et craies, les enseignants membres du syndicat national des professeurs d'école SYNAPEC de la région des Cascades ont pris d'assaut la cour de leur direction régionale, où ils sont venus jeter leurs outils de travail aux pieds de la direction. L'objectif de cet acte, manifester leur mécontentement face à la non-satisfaction des doléances exprimées à leur tutelle. Nous avons déposé des documents au niveau de l'administration pour être entendus. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous demandons un reclassement automatique et sans condition de tous les IAC et de tous les IC. Les IAC en catégorie B1 et les IC en catégorie A3. Il y a eu des négociations au niveau du ministère et ces négociations, nous avons été oubliées. Pour les membres du SYNAPEC, les professeurs d'école ne sont pas responsables du critère de leur recrutement par le gouvernement burkinabé sur la base du diplôme du brevet d'études du premier cycle BEPC. Nous avons fait près de 4 ans sans avoir un examen professionnel. Et dans les négociations, on doit être automatiquement reclassé en A3. Tout simplement, il y a des collègues qui sont recrutés avec le niveau bac qui doivent venir surplomber ce qui existe déjà sur le terrain durant 6 à 7 ans, 10 ans, qui sont des anciens. Voilà, cela n'est pas normal. La rentrée qui s'annonce, c'est une rentrée qui sera très mouvementée. Sans vous mentir, elle sera très mouvementée tant que nous ne serons pas écoutés par nos autorités. La direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle, qui avait déjà reçu les membres du SYNAPEC, dit prendre acte de cette autre manifestation. L'attente fut longue, la lutte âpre. Enfin, le procès de l'assassinat de Dabo Boukari. Plus de 3 décennies après, on en saura plus sur la disparition tragique de cet étudiant en 7e année de médecine enlevé par des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle au cours d'une grève en 1990. Le procès s'est ouvert ce matin. 3 prévenus, dont le général Gilbert Diendéré, comparaissent devant le tribunal dans ce dossier. Un dossier qui intervient à la 3e session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou. Benjamin Kwame.
Cette troisième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou s'ouvre avec le dossier d'Abo Boukari. Cet étudiant assassiné le 19 mai 1990 au conseil de l'entente alors qu'il était en 7e année de médecine à l'université de Ouagadougou. Et le régiment de sécurité présidentielle dirigé à l'époque par Gilbert Diendéré est cité dans cette affaire. D'ailleurs, le chef Diendéré est à cette audience en tant qu'accusé. 32 ans passés, justice et vérité sont toujours réclamés par parents et proches du défunt. Nous avons espéré que nous ne faisons pas tout cela, juste, excusez-moi l'expression, pour les besoins d'un folklore. Il ne faut pas que, pour des considérations d'ordre politique, nous venions prétendre que nous rendons justice et pour la suite venir piétiner les décisions de justice. L'étudiant assassiné était un militant actif de l'association des étudiants burkinabés. Il défendait les intérêts matériels et moraux de ses camarades et pour plus de liberté d'expression, ses condisciples attendent aussi la vérité sur sa mort. La programmation du procès, c'est une victoire d'étape parce qu'il y a de cela 32 ans que le camarade a été assassiné et toutes les générations d'étudiants qui se sont succédés sur le campus se sont battus pour la vérité et la justice sur cette affaire. Nous attendons la vérité sur ce dossier parce qu'on ne s'est pas battu 32 ans pour venir et avoir une part de vérité seulement. Gilbert Diendéré est accusé de complicité d'arrestation illégale, séquestration aggravée, complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et recel de cadavres. Sa défense prend ses chefs d'accusation avec beaucoup de pincettes. Bon, tout est réuni, je ne pense pas. Parce que si vous remarquez, il n'y a que des présumés complices qui sont là. Et quand on parle des complicités, les auteurs, où ils sont, je ne sais pas. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas être affirmatif. Ce que tout le monde attend, c'est la manifestation de la vérité. Et que cette vérité ne soit pas la vérité attendue, mais la vérité, tout simplement. En plus de Gilbert Diendéré, il y a aussi l'ex-directeur général de la douane, Ousmane Guiro, le médecin lieutenant-colonel Mamadou Bamba. Avec eux, il faut compter au total 42 accusés, 107 témoins et au moins 30 chefs d'inculpation. Ce sont des dossiers qui vont des crimes de sang que vous connaissez, à parfois même des crimes économiques. Nous avons une large palette d'infractions, au-delà des dossiers, je le répète, emblématiques, qui permettent d'évacuer des dossiers qui étaient là depuis un bout de temps et qui menaçaient peut-être même prescription pour certains. Nous avons renvoyé également à ce rôle-là quelques dossiers des assises passées de Koudougou qui avaient été appelés mais qui, pour des raisons de procédure, n'avaient pas pu être retenus et donc vidés. On a fait l'effort de les reprogrammer cette fois-ci, malgré la saison hivernale, en souhaitant que les témoins puissent venir. Ces assises criminelles se poursuivent. Pour ce premier jour, c'est le lieutenant-colonel Mamadou Bamba qui a été entendu par la cour. L'homme aurait servi de guide et d'informateur aux militaires dans l'interpellation des étudiants, chose que l'accusé dit apprendre avec stupéfaction. Au sein de l'appareil judiciaire, ils sont très souvent vus comme des acteurs qui n'exécutent que des décisions de justice qui consistent à saisir des biens et services. Eux, ce sont les huissiers de justice qui veulent montrer un autre visage de leur corps de métier à travers une formation qui a réuni une dizaine d'huissiers. Il a été question de nouvelles dispositions relatives à la procédure de saisie des biens et services. On reste avec Benjamin Kwame. Ils sont des professionnels de justice chargés de l'exécution de décisions de saisie des créances. On les appelle les huissiers de justice. Au sein de leur corporation, il y a de nouvelles procédures entrées en vigueur dans l'acte uniforme OHADA. Il se trouve que ces dispositions, qui à la base veulent simplifier la démarche des saisies des créances, est parsemée d'embûches. Des difficultés majeures qui demandent d'être disséquées dans le but de permettre aux membres de cerner les contours de la procédure qui est l'une des voies de recouvrement la plus utilisée par les huissiers dans leur champ d'action. C'est tout le sens de cette formation. Vous savez que la saisie-attribution est un acte de procédure qui est vraiment utilisé par les huissiers de justice. C'est vraiment la plus usitée, comme on disait. Alors, on se rend compte que la procédure que le législateur a voulu simplifier se révèle être assez complexe. Et donc, nous avons pensé qu'il était de bon ton qu'entre acteurs
nous puissions nous retrouver pour échanger, pour harmoniser les vues et pouvoir améliorer les pratiques procédurales. L'huissier de justice, ce n'est pas que les procédures de saisie, il y a aussi des rédactions d'actes, les constats et bien plus encore. Sur le rôle concrètement joué par l'huissier, il y a parfois des incompréhensions et des appréhensions. Un coin de voile sera levé sur ces aspects lors de cette formation pour éviter tout amalgame au sein de l'opinion. Quand on parle de saisie attribution de créances, c'est une exécution forcée parce qu'il y a un créancier qui a eu un titre exécutoire, mais malgré toute la procédure suivie, pour y arriver, le débiteur ne s'exécute pas. Et comme il n'y a pas d'exécution volontaire, il faut procéder au recouvrement forcé de la créance. L'huissier est l'homme orchestre de la procédure. Lorsque vous êtes celui pour qui on exécute, naturellement, il y a plus de compréhension. Alors, lorsque vous êtes celui contre lequel on exécute, alors il y a d'autres appréhensions. Il y a des incompréhensions. Mais sachez que lorsqu'on parvient à la saisie, c'est tout après avoir déroulé un certain nombre de procédures. On ne vient pas d'emblée pour saisir. On commence toujours par des procédures. Malheureusement, les justiciables, lorsque nous sommes en phase de saisie, alors c'est ce qu'ils présentent comme un peu pour se victimiser. Cette session de formation est donc un creuset d'échange entre tous les praticiens, avec pour objectif final prôner l'efficacité de la justice auprès des acteurs eux-mêmes et auprès des justiciables. Dans l'actualité également, nous sommes à la veille de la 77e Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Après 2 éditions dans un mini-format du fait de la COVID-19, ce grand rendez-vous du monde revient. Tout au long de la durée de l'événement, BF1 déploie ses ailes pour vous faire vivre les temps forts avec notre envoyé spécial Aubin Guébré, mais aussi avec nos partenaires de la VOA. C'est avec nos confrères de ce média justement que nous débutons aujourd'hui. Nous sommes en duplex depuis les États-Unis avec Timothée Donagmaï. Bonsoir Timothée. Bonsoir Abdourazak. Merci de votre disponibilité. Alors, nous sommes à la veille de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis l'avènement de la COVID-19, c'est la première fois que l'ONU tient donc une Assemblée générale dans un format aussi ouvert après 2 années de restrictions. Donc, c'est donc un rendez-vous très attendu. Les délégations sont déjà sur place à New York. Alors, quelle est l'ambiance à la veille de l'ouverture des travaux ? Il faut dire, Abdourazak, que c'est avec soulagement que les différentes délégations ont fait leur déplacement à New York pour cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies. À noter, c'est imprévu, le décès de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, qui a amené certains leaders à faire un crochet par Londres pour les funérailles avant de venir ici. Donc c'est un petit changement au programme, mais le reste devrait se dérouler sans trop de problèmes. Alors, Timothée, comme à l'accoutumée, tous les dirigeants du monde, à l'exception de quelques-uns, devraient y être. Quels sont les enjeux de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre donc dès demain ? Alors, il faut dire que cette session a pour thème un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. On sort là de la 76e session où on s'était beaucoup penché sur la pandémie et du Covid, comment s'en sortir et comment reconstruire de façon durable. Donc, on va continuer les discussions sur cette lancée et sur les questions de développement, bien évidemment, mais aussi les questions de sécurité. Et à ce sujet, Abdourazak, la guerre en Ukraine est sur tous les esprits, non seulement du fait de son impact sécuritaire, mais aussi de son incidence sur la situation alimentaire dans le monde. Donc c'est une question très importante et les différentes délégations vont se pencher dessus. Alors Timothée, justement, cette guerre russo-ukrainienne bat son plein en ce moment. En Afrique, des voix s'élèvent de plus en plus pour s'inquiéter de ce que cette tribune ne soit totalement dédiée à cette guerre au détriment peut-être des autres crises qui frappent de plein fouet le continent.
Tout à fait, c'est une inquiétude légitime, mais il est clair que les délégations d'autres contrées, d'autres pays, notamment des pays africains, s'efforceront de poser les problèmes qu'ils ressentent chez eux, les questions de développement, je l'ai dit, et les questions du changement climatique qui a un grand impact sur les pays africains qui souffrent aujourd'hui de sécheresse pour certains et d'inondations pour d'autres. Donc ces questions sont inévitables et je pense que les différentes délégations vont parler de toutes ces questions-là. Est-ce que la voix de l'Afrique sera audible, Timothée? Mais il revient aux leaders africains de se faire entendre dans ce forum international. C'est clair que les leaders africains, par rapport, par exemple, au conflit en Ukraine, ont été dans une situation un peu difficile entre le marteau et l'enclume. Les pays occidentaux, les États-Unis en tête, s'efforcent de mobiliser le monde en soutien à l'Ukraine. Et de l'autre côté, on a la Russie qui est là et qui se bat aussi pour sa cause. Donc, les pays africains, d'un point de vue du principe, reconnaissent qu'il n'est pas normal d'envahir un autre pays. Donc, de ce point de vue, il y a une unanimité en Afrique. Mais maintenant, ces mêmes pays africains, pour beaucoup, ont des relations économiques avec la Russie, d'importantes relations économiques. Donc, depuis ce temps-là, ils ont été réticents à condamner ouvertement la Russie. Donc, on attend impatiemment de voir comment les pays africains vont s'exprimer sur la question ukrainienne à la tribune de l'ONU. Merci beaucoup à Timothée Donangomae, avec qui nous étions donc en duplex depuis les États-Unis. Merci Timothée pour la disponibilité. Lui également était à la tribune des Nations Unies. C'était le 4 octobre 1984. Son discours est resté gravé dans les mémoires. Thomas Sankara prenait sa distance vis-à-vis de l'aide publique au développement. Près de 40 décennies après, le temps donne raison au père de la révolution burkinabé. Où en sommes-nous avec cette aide? Selon les données, elle est passée du simple au double ces 5 dernières années. Mais paradoxalement, la pauvreté, elle, continue de régner au Burkina Faso. C'est le sujet abordé dans la chronique économie de ce lundi. Elle est signée Fatou Fayama et Archimède Boy. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. 38 ans après, ces propos du président Thomas Sankara à l'Assemblée générale des Nations unies sont encore d'actualité. Cette déclaration faite le 4 octobre 1984 est confirmée par un rapport du CERAFP, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Publié en mai dernier, l'étude de l'efficacité de l'aide publique au développement au Burkina Faso note un accroissement du simple au double de l'aide. Il est passé de 630,26 milliards en 2016 à 1232,71 milliards de francs CFA en 2020. Cette pluie de milliards n'arrive pas à créer la richesse nationale et le pays demeure toujours en voie de développement, regrette le CERAFP. Ce centre estime que la conception de l'aide met souvent en avant les intérêts géostratégiques des pays donateurs qui ne sont pas toujours en phase avec les besoins et les priorités de développement des pays bénéficiaires. Résultat, ces fonds, dans le cas précis du Burkina Faso, sont détournés à d'autres fins. Au final, les infrastructures qu'ils sont censés réaliser sont de piètre qualité parce que les surfacturations, les avenants financiers excessifs et la corruption sont passés par là. Parlant de corruption, son niveau est très élevé au Burkina Faso selon le rapport 2020 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption.
L'indice de perception de la corruption est passé de 10,1 en 2016 à 42,2 en 2020. Puis, le niveau de pauvreté a augmenté selon ce document. Le Burkina Faso est 47e sur 54 pays en Afrique et au plan mondial 183e sur 189 pays avec un indice de développement humain de 0,402 en 2018. En 2020, son indice de développement des infrastructures, publié par la Banque africaine de développement, le classe 31e sur 54 pays africains, avec un score de 18,522 sur 100. Enfin, l'étude constate que ces prêts accordés sous forme d'aide contribuent à alourdir le poids de la dette publique dont le paiement restreint les capacités de financement sur ressources propres de l'État. Tous ces éléments confortent le CRAFP dans une position, celle de repenser maintenant l'utilisation de l'aide publique au développement et le contexte de transition dans le pays constitue une opportunité pour mener la réflexion. Toujours en économie, partenariat au développement, c'est une coopération qui se veut fructueuse. La Banque africaine de développement et l'État du Burkina Faso passent en revue leur collaboration. À l'unanimité, les deux parties sont satisfaites des réalisations sur le terrain. Mieux, l'avenir promet, ce sont 400 milliards de francs CFA qui seront investis dans les projets de développement au Burkina Faso sur la période de 2022 à 2025. On retrouve Benjamin Kwame. D'un côté, l'argentier du gouvernement et ses collaborateurs. Et en face, le représentant pays de la Banque africaine et son équipe mobilisée dans cette salle de la Direction générale de la coopération. De la coopération, il en est question avec les deux délégations. Elle dure depuis un demi-siècle. De 2017 à 2021, avec le PNDS, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans les secteurs de développement. Et de 2022 à 2025, ce sont plus de 400 milliards de francs CFA qui sont en cours de décaissement pour financer d'autres projets. Infrastructures, énergie, agriculture, eau et assainissement et autres secteurs sociaux, la collaboration est au beau fixe. Nous avons des projets dans le domaine de l'électricité, de l'énergie, l'électrification rurale, etc. Nous avons des projets dans le secteur agricole, avec certaines plaines qu'on aménage. Et donc, autant de domaines très importants, plus les questions de compétences dans le secteur rural. Nous avons une excellente collaboration avec le Burkina Faso que nous comptons renforcer et consolider dans cette période de transition où la collaboration est excellente avec le Burkina Faso, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La Banque africaine de développement le sait, plusieurs projets souffrent dans leur mise en œuvre. Retard d'exécution, lenteur dans les décaissements et les passations de marchés publics. La Covid-19 et l'avènement du putsch de janvier n'ont pas également facilité les choses. Les responsabilités sont partagées. Donc, comme nous l'avons dit, nous avons identifié quelques goulot d'étranglement en ce qui concerne les procédures. C'est de part et d'autre. Donc, nous sommes des partenaires, donc nous devons travailler ensemble à accélérer les procédures de part et d'autre, les procédures de décaissement, les procédures de revue des documents. Et nous comptons justement nous voir très régulièrement pour faire le point des activités, voir les points de blocage et puis les accélérer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, nous avons un partenariat satisfaisant. En ligne de mire également, dans le portefeuille de ce partenariat financier, la situation humanitaire du Burkina Faso. Des actions sont prévues dans ce sens, d'où l'appui du plan d'action de la transition qui fait l'objet d'une attention particulière. Outre la revue du portefeuille de la BAD, il a également été question du document de stratégie pays intérimaire 2022-2025. Et selon les prévisions de 2023, le gouvernement veut tout faire pour atteindre un taux de bancarisation de 75% au Burkina
Face aux mêmes problèmes, visiblement, cet objectif ne sera pas atteint. À moins d'un an de l'échéance, le taux est estimé plutôt à 35%, loin donc des objectifs. Pourquoi la situation peine-t-elle à évoluer? À Koudougou, dans le centre-ouest, les acteurs de l'inclusion financière veulent trouver des solutions. Amadou Diko. En 2021, le taux de bancarisation élargi est de 35,75% selon le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Une proportion largement en deçà des prévisions du gouvernement d'ici à 2023. Ces chiffres traduisent les difficultés dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière lancée en 2019. Des difficultés liées entre autres à l'insécurité et à la méconnaissance des services par les populations selon ces acteurs. Le plus souvent, ceux qui sont en ville, le problème ne se pose pas parce qu'il y a la proximité des structures de microfinance avec ces populations, mais le vrai problème, c'est avec ceux qui sont dans les zones rurales. Donc, l'autre problème aussi qu'il y a, c'est surtout l'éducation financière. Parce que peut-être compte tenu de la situation, la population est beaucoup plus habituée aux aides et aux dons. Et certaines personnes oublient qu'un crédit reste un crédit qui doit être surtout remboursé. La problématique est au cœur des échanges du cadre régional de concertation des acteurs de l'inclusion financière du Centre-Ouest. L'idée est de créer une synergie d'action en vue de renforcer la résilience des populations en matière d'inclusion financière. Nous devrons donc partir d'un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en termes d'accessibilité aux produits et services financiers dans notre région? Quelles sont les difficultés pour d'accès à ces produits et services et peut-être identifier un certain nombre de recommandations. Les problèmes au niveau du centre-ouest ne sont pas les problèmes au niveau du sud-ouest ni ailleurs. Donc déjà, si le problème est bien cerné au niveau local, alors la solution sera également bien adaptée à ces problèmes. À l'issue de cette rencontre devront naître des recommandations, des propositions de solutionnement qui devraient permettre d'accroître le taux d'accès des populations aux services financiers numériques. Je vous le disais en titre, c'est une innovation dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence, des supports audiovisuels, des cartes éducatives pour assurer la continuité de l'éducation dans les camps de déplacés internes, par exemple. Oui, ce projet initié par des jeunes burkinabés tente d'apporter des solutions nouvelles aux 700 000 élèves hors du circuit scolaire. Le projet PAV Éduc séduit déjà le gouvernement. Ses promoteurs sont en quête de plus de partenaires pour dérouler l'idée sur l'étendue du territoire. Fatou Fayama, Archimède Boy. 708 341. C'est le nombre d'élèves affectés par la crise sécuritaire ayant occasionné la fermeture de plus de 4 258 établissements scolaires, selon le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Soucieux du droit fondamental des enfants à l'éducation, Fataou Nakro et ses collaborateurs mettent leur savoir-faire au service de la continuité éducative des enfants déplacés internes. À travers le projet Pédagogue audiovisuel éducatif, ils transcrivent les programmes scolaires sur des outils visuels et audiovisuels innovants. Nous avons eu à produire des vidéos qui sont diffusées à la télévision depuis 2020. Ensuite, nous avons produit les jeux de cartes pour permettre aux enfants de toucher ce qu'ils voyaient. Et nous avons aussi conçu le support télé autonome dans le but de permettre aux enfants qui sont dans les régions où il n'y a pas accès à l'électricité d'avoir toujours accès à nos vidéos. Donc la télé autonome. Et nous avons fini par concevoir ou proposer une approche pédagogique qui consiste à jouer avec les enfants hors des classes, hors des salles de classe, sur le terrain. Ils jouent, ils apprennent et c'est aussi un soutien sur le plan psychosocial pour les aider aussi à vraiment dépasser tous les problèmes auxquels ils font face. Ces outils visent à renforcer la résilience du système éducatif face à la crise sécuritaire et à améliorer les conditions d'apprentissage avec des outils plus accessibles et plus adaptés à nos réalités. Et aujourd'hui, vous savez que la technologie ne peut pas être en marge de l'éducation. Voilà pourquoi moi je trouve que cette innovation, c'est le génie de la technologie au service de l'efficacité de notre système éducatif. Et à ce niveau, voilà les contenus, les programmes scolaires qui sont transcrits sur des supports visuels et audiovisuels. Donc,
le système éducatif en lui-même gagne. Parce que déjà, on peut conserver ces éléments-là sur des supports qui sont durables. Un projet salué par le ministère en charge de l'Éducation nationale qui, selon le promoteur de pédagogues audiovisuels éducatifs, a signé une convention de partenariat avec sa structure. Elle également veut jouer sa partition pour un meilleur Burkina Faso. L'association pour la promotion féminine de Gawa se penche sur les questions de développement de l'entrepreneuriat, de la formation et de l'insertion professionnelle dans la région du Sud-Ouest. C'est un forum régional qui a été organisé. Majid Bakouan nous en dit plus. Des jeunes, des femmes et des personnes déplacées internes réunis ici à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Nous sommes à la première édition du Forum régional des entrepreneurs sociaux, un cadre de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. À travers ce forum, la PFJ, l'Association pour la promotion féminine de Gawa, veut susciter chez la jeunesse le goût de l'entrepreneuriat. Objectif, leur mettre à l'abri de la recherche du gain facile dans ce contexte de crise sécuritaire. Nous voulons que ces entrepreneurs sociaux-là fassent des témoignages, expliquent les bonnes pratiques, tout ce qu'ils ont fait, qu'ils fassent connaître ça à la région et pourquoi pas au Burkina Faso, afin d'aider, de dissuader les jeunes qui veulent l'argent facile à abandonner et à suivre ces bonnes pratiques, ces bons modèles-là. À cette première édition, le Sénégal était le pays invité d'honneur. Des entrepreneurs modèles venus du pays de Senghor ont partagé leur expérience avec les jeunes et les femmes du Sud-Ouest. Ce que je vais dire aux femmes, c'est la manière dont nous on travaille au Sénégal. Parce que nous sommes des transformatrices de céréales locales. On transforme le céréales local. Le petit mil, le maïs, l'arachide, le pain de singe. On a beaucoup de choses à transformer. Le niébé, tout ça, on le transforme. Et ça, c'est des nourritures qui valorisent nos pays. Par exemple, ici, hier, j'ai visité l'unité de soja. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de soja ici. Donc, il faudra que les gens mangent localement ce qu'on cultive dans nos pays. En plus des formations théoriques, les participants ont bénéficié d'une formation pratique. Il s'agit entre autres de la production de sumbala, de soja et de beignets. Formation de 2 jours, ce que j'ai appris les uns les autres, en tout cas, ça nous a beaucoup soulagés. Et on tient à dire à PG, et cette association de mettre de l'effort, on va prier Dieu pour lui. Cette association soit une association vivante pour réunir tout le monde. Les actions de développement, c'est ce que nous voulons de façon concrète et ça s'est manifesté aujourd'hui. Et comme la présidente elle-même l'a dit, l'association est une association qui a plus de 20 années d'existence et qui fait vraiment œuvre utile dans la région et plus particulièrement dans la province du Poni. Les fils et filles de la région ont reçu des attestations pour leur contribution à la réussite de ce forum. Les participants ont été dotés de matériel composé entre autres de brouettes, de motopompes et de machines à coudre en vue de booster leurs différentes activités. De son côté, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique organise la 2e édition de la foire des technologies innovantes de la filière solaire. L'événement se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, Bobo, où les organisateurs étaient face à la presse à quelques jours de la foire. Kouka Thomas Yao, Soto Justin Dabiri. Informer le public de la tenue prochaine de la 2e édition de la foire des technologies innovantes de la filière solaire, c'est l'objectif de cette conférence de presse organisée par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Une 2e édition qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 à la Maison de la Culture en Semtitiama Sanon à Bobo-Dioulasso. Ce qu'il faut retenir, le thème principal est la suivante: valorisation des produits de la recherche de la filière solaire au Burkina Faso, défis et perspectives. C'est donc le thème principal qui va accompagner les sous-thèmes. À travers conférences, panels,
communication, des rencontres B2B, des rencontres G2G, des rencontres B2G, des expositions et des événements spéciaux. Donc on a voulu cette fois-ci, en tout cas, faire de sorte qu'il y ait de la joie, il y ait de l'animation. Donc il est prévu un podium, il y aura des prestations d'artistes durant donc les 3 jours que vont tenir donc la foire. La deuxième édition de la foire des technologies innovantes de la filière solaire est une tribune pour l'ANERE et ses partenaires pour promouvoir et vulgariser des innovations et produits de la recherche propres au sous-secteur de l'énergie solaire au Burkina Faso. Il s'agit donc de rassembler l'offre et la demande des solutions solaires innovantes et donner une meilleure visibilité à ces innovations. Aujourd'hui, on a des startups, on a des chercheurs qui ont des équipements, qui ont découvert, qui ont beaucoup fait dans le domaine, mais qui ne sont pas connus. Donc, l'esprit derrière la... Informer le public de la tenue prochaine de la deuxième édition de la foire des technologies innovantes de la filière solaire, c'est l'objectif de cette conférence de presse organisée par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Une deuxième édition qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 à la Maison de la Culture en Semti-Tiamas Sanon à Bobo-Dioulasso. Ce qu'il faut retenir, le thème principal est la suivante: valorisation des produits de la recherche de la filière solaire au Burkina Faso, défis et perspectives. C'est donc le thème principal qui va accompagner. Quelques soucis techniques donc avec cet élément. Dernière ligne droite de ce journal. Le saviez-vous, en dépit des milliers de parcelles loties depuis des années, le Burkina Faso ne dispose toujours pas d'une base de données unique sur ses opérations de lotissement. L'informatisation du cadastre national pourrait pourtant faciliter le suivi des aménagements, les transactions foncières, améliorer la mobilisation des recettes fiscales et même résoudre certaines crises foncières. Eh bien, l'outil est justement en cours d'élaboration par le ministère en charge de l'urbanisme, Amadou Diko. Ces 3 dernières décennies, plusieurs dizaines de milliers de parcelles ont été attribuées à travers des opérations de lotissement sur le territoire national. Cependant, fort est de constater que le pays ne dispose pas d'une base de données unique sur ces opérations réalisées. Une base de données qui devrait permettre une gestion efficace du patrimoine foncier, selon certains experts. Le ministère en charge de l'urbanisme l'a compris. C'est pourquoi il a décidé de passer à l'informatisation du cadastre foncier national. Un outil qui facilitera le suivi des aménagements, les transactions foncières et améliorera la mobilisation des recettes fiscales. Les techniciens ont travaillé à avoir tous les plans de lotissement de toutes les 13 régions du Burkina pour avoir une base de données nationale sur le plan graphique. Ces plans ont été rendus disponibles pour que la base de données puisse être utilisée pour d'autres travaux, parce que nous avons, avec le ministère de l'économie, des finances et de la prospective et le ministère en charge de la digitalisation, nous avons en charge de travailler pour atteindre l'informatisation du cadastre foncier national. Ce référentiel de base unique sur les lotissements permettra également la sécurisation de la propriété foncière. À ce niveau, le ministère en charge de l'urbanisme entend travailler avec les acteurs concernés. L'idée de créer une synergie pour une amélioration de la gouvernance foncière. C'est ce mécanisme qui va être mis à disposition des autres ministères que j'ai cités précédemment pour que, ensemble, nous puissions avoir une visibilité sur les lotissements dans notre pays et à terme pouvoir faire sortir une base de données qu'on peut utiliser pour effectuer des requêtes. Ça veut dire lorsque nous allons travailler avec les deux autres ministères, la requête permettra de dire qu'au Burkina, Compaoré Adolphe dispose de tant de parcelles. Donc à la finalité, en travaillant avec les autres départements ministériels, c'est à cela que nous souhaitons parvenir. Cette rencontre d'élaboration d'une base de données spatiale des lotissements a permis de faire un état de lieu sur le nombre de localités loties au Burkina. Le travail n'est pas fini, mais on note déjà 307 communes et 63 villages. Ce journal s'achève ici. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Saptoana dans la commune de Komsilga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.